Visite du pontife argentin au Maroc ce week-end. Elle est centrée sur le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations. Tenue du 30e sommet de la Ligue arabe, les assises se sont déroulées ce week-end en Tunisie. Puis nous irons au Rwanda où 25 années après le génocide, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux est toujours en cours. La Ligue arabe tient son 30e sommet en Tunisie, seul rescapé des printemps arabes. Les assises prévues pour durer 2 jours réuniront les dirigeants de la Ligue arabe. Pour la diplomatie nationale, ce sommet permettra à la Tunisie, qui a abrité la première révolution démocratique en 2011, de rétablir son image à l'international, écornée depuis les attentats terroristes de 2015. Parmi les absents à ce sommet, le roi Mohamed VI du Maroc, qui sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de la Justice Mohamed Ojar. Autre absent à ce rendez-vous, le président soudanais Omar el-Béchir, condamné par la CPI pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il délègue la direction de la délégation soudanaise à son vice-président et ministre de la Défense. Si ses voisins maghrébiens n'enverront pas leur chef d'État, l'Arabie saoudite devrait être de loin la mieux représentée des 21 délégations participantes. La Syrie ayant été exclue depuis 2011, elle laissera son siège vide dans l'attente d'une réintégration qui devrait être évoquée lors de cette rencontre. La participation algérienne interroge également si une délégation sera bien présente à Tunis. Elle devait être conduite par le président du Conseil de la Nation. La Libye, quant à elle, qui sera au cœur des discussions, sera représentée par Fayez al-Sarraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen, reconnu par les Nations Unies. La délégation la plus importante sera celle de l'Arabie saoudite avec pas moins de 1200 personnes venues à bord de 22 avions. Le roi Salman ainsi que les 8 émirs et 11 ministres seront tous accompagnés de leurs propres services de sécurité. L'USL se réjouit donc de ce dénouement de l'affaire dite 18 kilos de cocaïne et de toutes les affaires dont on a parlé il y a quelques minutes. L'USL demande simplement au gouvernement, donc à l'État béninois, de prendre acte de cette décision et de rétablir totalement M. Sébastien Germain Agyabon dans tous ses droits. L'USL également suit avec beaucoup d'intérêt l'actualité politique. L'USL suit le dénouement des discussions à l'Assemblée nationale par rapport aux élections législatives à venir. Et l'Union sociale libérale attire donc l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'incurie dont fait preuve le bloc de la majorité parlementaire lorsqu'il parle d'une absence de consensus au niveau du Parlement, alors que le consensus dans le contexte politique actuel ne saurait être obtenu en dehors de la classe politique. Ceci prouve donc que cette frange importante de la classe politique béninoise actuelle qui a décidé de sacrifier les intérêts de la nation à leur subsistance n'est jamais rentrée dans les négociations et n'a eu de cesse que de tout faire pour faire courir les risques d'instabilité à notre cher et beau pays. Au nom de la foi que nous avons en notre démocratie, et de notre devoir de la défendre, nous, à l'Union sociale libérale, nous prenons acte solennellement de ce qu'ils sont désormais, nous pouvons parler de ces députés, ils sont donc désormais, avec leurs complices silencieux, les seuls responsables de toutes les conséquences qui vont découler de cette déclaration de guerre qu'ils viennent de lancer à notre nation. Nous supposons donc que cette posture des députés de la majorité présidentielle, cette posture est donc une déclaration de guerre. Nous allons souhaiter simplement que Dieu protège notre pays, le Bénin.
La CSTB pense que dans la situation actuelle, ceux qui invitent à appliquer la loi versent dans le jeu du pouvoir en place qui met un frein à la démocratie. Nous devons déchirer les nouvelles lois qui nous retirent le droit de grève, qui prônent le contrat précaire pour les travailleurs. C'est quand nous aurons déchiré ces lois que les députés, ceux d'aujourd'hui ou de demain, encore que ceux d'aujourd'hui sont vraiment disqualifiés. S'il leur reste quelque chose à faire, c'est immédiatement d'abroger les lois scélérates. Au moins le peuple leur reconnaîtra qu'avant de partir, ils ont abrogé leurs lois scélérates. Mais ne vous attendez pas à ça parce que leur objectif n'est pas là. Donc c'est aux travailleurs de se lever, de s'organiser pour déchirer ces lois scélérates. Comme les Mandela se sont levés pour déchirer l'apartheid, comme au temps du PRPB, les gens se sont levés pour déchirer la loi fondamentale du PRPB pour en arriver au renouveau démocratique, pour en arriver à la démocratie. C'est ça, en démocratie, on ne dit pas « je suis légaliste ». Oui, on respecte les lois qui sont justes, les lois qui protègent les hommes, les lois qui font avancer. Mais lorsqu'une loi est barbare, lorsqu'ils votent les lois telles qu'ils votent légèrement les lois, ça, on concocte quelque chose. On ne rencontre même pas des lois sociales, on ne rencontre même pas les protagonistes, on ne rencontre même pas les concernés, on va voter parce qu'on vise des gens. Ces lois, nous devons les déchirer et les travailleurs doivent se lever pour ça. Et c'est pour ça qu'une fois encore, on doit féliciter Aïe Massé et tous ses camarades. Le souverain pontife effectue une courte visite au royaume chérifien. Arrivé samedi à Rabat, la capitale du Maroc, le pape François entend centrer son voyage sur deux priorités de son pontificat, notamment le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations. Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a été invité par le roi marocain Mohamed VI pour cette visite placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux. En fin de journée samedi, le pape François a rencontré plusieurs migrants dans un local de l'organisation non gouvernementale catholique Caritas. Celle-ci gère des centres d'accueil destinés à soulager la misère des migrants qui tentent de rallier le continent européen. Dimanche, le pape consacrera sa journée à la petite communauté catholique vivant au Maroc, en clôturant sa visite par la plus grande messe catholique jamais célébrée dans ce royaume, avec quelques 10 000 personnes attendues dans un complexe sportif. Le 18 avril prochain, les 102 députés nouvellement élus en Guinée-Bissau doivent prêter serment collectivement et élire leur président. À la fin de la séance, le nouveau président de l'Assemblée nationale doit envoyer au chef de l'État le nom du Premier ministre désigné par la majorité parlementaire selon les tests en vigueur. Le président José Mario Vaz doit dans les 48 heures confirmer ce choix en nommant un nouveau Premier ministre par décret présidentiel ou demander à la majorité de lui proposer un autre chef de gouvernement. Les tractations se sont poursuivies entre partis de la majorité en vue de la formation du gouvernement, mais pour l'instant, aucun cas n'a été fait de prise de contact avec les partis de l'opposition pour un gouvernement élargi. Dans une déclaration le 26 mars dernier sur la Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné la nécessité d'un dialogue sans exclusive entre toutes les parties prenantes pour consolider la paix et la stabilité en Guinée-Bissau et engager les autorités nationales à accélérer l'examen de la Constitution afin de clarifier les rôles respectifs des deux têtes de l'exécutif. L'accolade est longue et chaleureuse. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans, ils étaient à l'école ensemble, mais il y a 25 ans leur amitié bascule. Pascal fait partie du groupe qui a assassiné le père de Jean Bosco lors du génocide. C'est une très bonne chose que nous soyons assis ensemble. D'autres devraient suivre notre exemple, de se comprendre comme nous l'avons fait après le génocide. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant.
Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Ces deux paysans ont la soixantaine. Ils vivent dans le village de Mutete, à 45 km au nord de Kigali, une région agricole où ils font pousser du manioc, du sorgho ou encore des patates douces. Travailler semble évident aujourd'hui, mais le chemin vers le pardon n'a pas toujours été facile pour Jean Bosco. Ce n'était pas facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. En avril 1994, Mutete a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, a été rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Pascal a passé 18 années en prison après avoir été condamné par un tribunal populaire. Pour Jean Bosco, la reconstruction a été longue. Aujourd'hui, il est remarié et a eu 5 enfants. Les premiers bénéficiaires du projet 40 000 logements sociaux sur le site de Basenko reçoivent les clés des mains du ministre en charge de l'urbanisme. Après avoir souscrit à la campagne lancée en 2018 pour l'acquisition de logements sociaux et après le tirage au sort, certains attributaires avaient bénéficié de certifications d'attribution. Après avoir soldé la totalité des sommes d'acquisition, ils sont désormais propriétaires d'une nouvelle maison de type F3 d'une valeur de 7 500 000 francs CFA. Pour Maurice Bonané, ministre en charge de l'urbanisme, la concrétisation du projet 40 000 logements sociaux va permettre de lutter contre la spéculation foncière et immobilière. La réalisation de ces logements va contribuer à apporter donc à faciliter l'accès au logement et aussi à réduire la spéculation immobilière et foncière que nous voyons actuellement. Le contrôle est une des préoccupations premières dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. C'est vrai, c'est bon de construire des logements en quantité, mais c'est encore mieux de faire des logements de qualité. Et nous mettons l'accent sur cet aspect de manière à ce que la pérennité de ces logements soit assurée. L'opération des logements sociaux entre ainsi, selon le ministre, dans sa phase de concrétisation et va se poursuivre très prochainement. Plus de 1500 autres logements seront octroyés aux attributaires. C'est un conteneur rempli de cartons contenant de la viande de mouton. Il s'agit de viande sacrificielle du Hajj 2018 en provenance de l'Arabie Saoudite. C'est un lot de 3000 paquets offerts par le Royaume saoudien au Burkina Faso au profit des populations vulnérables. Un geste salué à sa juste valeur par la ministre en charge de l'action humanitaire, Laurence Ilboudo Marshall. Nous avons beaucoup de populations qui ont besoin de s'alimenter correctement. Donc vraiment, je voudrais remercier le roi Salman pour la délicatesse et tout le peuple de l'Arabie Saoudite pour ce don. Maintenant, vous savez que dans mon discours, je l'ai dit que c'était destiné aux populations vulnérables. Les populations vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, à travers nos services déconcentrés et à travers les structures que nous avons mis ensemble ici, des relais, tels que les coordinations de femmes et tout, nous allons distribuer ces carcasses aux plus démunis. Les priorités seront les femmes et les enfants. Chaque année, le Burkina Faso bénéficie de ce don alimentaire du royaume saoudien. Cette fois, la quantité de ce don a augmenté de 30% par rapport au don passé. Pour le docteur Walid Ben Abdul Rahman Al-Amoudi, ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, le projet de fournir des carcasses de moutons
entre dans le cadre des efforts déployés par son royaume envers tous les pays musulmans amis et frères. Et ce don au Burkina Faso entre également dans le cadre des relations d'amitié qui lient les deux pays. Rappelons que le Burkina Faso bénéficie de l'aide du royaume saoudien dans plusieurs domaines, comme le volet humanitaire, pharmaceutique et de matériel de suivi.